affiché en lettres capitales rouges comme un avertissement de fin du monde. Il regarda Jeanne avec les yeux d'un condamné à mort, implorant la grâce. Le marché était ouvert et Jeanne allait fixer le prix. Chapitre 5. Les Caraïbes. De l'Atlantique Nord, Nancy était une artiste. Son médium n'était ni la peinture ni la sculpture, mais l'organigramme de l'entreprise et le jargon managérial. Elle excellait dans l'art de la manipulation et sa dernière œuvre était un chef-d'œuvre de cruauté déguisé en opportunité professionnelle. Tout avait commencé par une note de service annonçant un shooting photo pour le nouveau catalogue de l'entreprise. Lieu, les îles. Destination de rêve, tous frais payés. La compétition fut féroce. Mais Nancy, avec une habileté machiavélique, avait réussi à écarter toutes les candidates pour finalement se faire désigner. C'est alors qu'Hervé, dans un élan de conscience de classe, avait protesté. C'est encore un cadre qui se tape une semaine de rêve aux frais de la boîte, alors que t'as des bas salaires qui gagnent même pas de quoi aller plus loin que l'île de Ré. Touchée au vif, Nancy avait changé de stratégie. Elle ne voulait plus du voyage, elle voulait se venger, et sa cible était toute trouvée, Jean-Claude Convenant, qui se pavanait depuis des semaines en se vantant de ses ambitions internationales, avec une maîtrise consommée du double langage d'entreprise. Elle avait présenté son plan à Jean-Guy. Elle renonçait au voyage au profit de Jean-Claude, le candidat idéal pour représenter l'entreprise à l'étranger. C'était une opportunité de développement, une mission à haute valeur ajoutée. Jean-Guy, voyant une économie potentielle, avait accepté sans poser de questions. Le jour du départ à l'aéroport, Jean-Claude était insupportable de suffisance. Il portait un blazer blanc et une valise rigide à laquelle il avait attaché une menotte pour les dossiers sensibles. « Ça y est, Nancy, dit-il avec condescendance. L'Europe va devoir apprendre à prononcer mon nom. 5 ans que j'attends ce moment. Je vais enfin pouvoir exercer mon talent hors de nos frontières. » Nancy lui sourit doucement. « Mon voyage, Jean-Claude, vous connaissez bien le pays de Galles? » « Pas trop, non. Enfin, parlons de la capitale. » Il s'interrompit. « Le pays de Galles? » « Oui, dit Nancy, son sourire s'élargissant. Une petite île au large des côtes du pays de Galles. Une vraie petite carte postale. » Le visage de Jean-Claude commença à se décomposer. « Une île? Mais le bus? 6 heures, précisa Nancy. Après la traversée, bien sûr. » « La traversée? Quelle traversée? » Nancy sortit alors une photo de sa poche. Elle représentait 2 femmes à l'allure de grizzly en tablier, posant devant un phare battu par les vents. « J'ai ça pour vous. » L'infrastructure sur place est un peu balbutiante. Alors j'ai réservé une petite chambre d'hôte, ça c'est les propriétaires. Il paraît qu'elles sont très hospitalières. Jean-Claude regarda la photo, puis Nancy, puis sa valise menottée à son poignet, symbole de son propre piège. Il était enchaîné à son misérable destin. « Vous êtes en train de me dire que je vais passer 3 jours et 3 nuits à côtoyer des yétis dans un phare? » Hurla-t-il alors que Nancy s'éloignait déjà, lui lançant un joyeux « Bon voyage, Jean-Claude » par-dessus son épaule. Il avait été battu à son propre jeu, noyé dans le flot de jargon corporatiste qu'il maniait lui-même si bien. Chapitre 6. La vie secrète de Sylvain Muller menait une double vie. Le jour, il était Sylvain, le comptable timide et angoissé, un homme dont l'existence semblait se résumer à une suite de chiffres et de craintes. Mais la nuit, et parfois même pendant les heures de bureau, il devenait Frida. Frida était tout ce que Sylvain n'était pas. Confiante, autoritaire, séductrice. Frida était une opératrice de téléphone rose, un travail qu'il avait pris pour rembourser une dette de poker désastreuse. Son poste de travail, un cube gris et anonyme au cœur du service comptabilité, se transformait en un boudoir de velours et de satin par la seule magie de sa voix. Le contraste était la source d'une comédie aussi poignante qu'hilarante. On pouvait le voir, le front perlant de sueur, chuchoter des mots enflammés dans son combiné tout en gardant un œil sur la porte, terrifié à l'idée d'être découvert. « Oui, mon gros cochon », roucoulait-il d'une voix suave. Frida sans tes mains, sous ses dessous en satin. « Oui, mon canard », comme ça, tout doucement. Un jour, le drame frôla de près. Il était en pleine conversation avec Michael, un client particulièrement exigeant. « Tu es un chassieux, mon grand bibounet !» s'exclamait-il, simulant des bruits suggestifs. C'est à ce moment précis que la ligne interne sonna. C'était Jean-Guy. Paniqué, Sylvain mit Michael en attente. « Allô ?» dit-il, essayant de retrouver sa voix normale, qui sortit aiguë et tremblante. « Muller, j'attends toujours le prévisionnel achat. Vous me le bouclez pour hier. » aboya Jean-Guy. « Oui, oui, monsieur le directeur, tout de suite, monsieur... » Il raccrocha, le cœur battant à tout rompre. Il avait failli appeler son patron mon grand bibounet. Il reprit la ligne avec Michael. « Excuse-moi, mon trésor, Frida a dû punir un vilain garçon. » On reprend? Cette dualité était son mécanisme de survie. Le pouvoir et le contrôle qu'il exerçait en tant que Frida compensaient l'impuissance et l'anxiété qu'il ressentait en tant que Sylvain. Il était une figure tragicomique de la vie de bureau moderne, un homme obligé de se fragmenter, de créer un alter ego pour simplement supporter la pression d'un environnement déshumanisant.
Son cubicule n'était pas seulement un bureau, c'était la frontière schizophrénique entre deux mondes, une scène où se jouait chaque jour le drame absurde de son identité fracturée. Parti truie, anarchie totale, ordre soigneusement construit et déjà fragile, du bureau se désintègre complètement. Les derniers chapitres sont une cascade de farces pure et sans mélange où les pires impulsions des personnages ont libre cours. Chapitre 7. Grandeur et décadence d'un champion dans sa quête éternelle de reconnaissance et d'argent facile, Jean-Claude avait eu une idée de génie, du moins le pensait-il. Il avait organisé un combat de coq clandestin dans l'entrepôt de l'entreprise après les heures de bureau. Son poulain, un volatile à l'œil mauvais nommé Champion, devait affronter le coq d'un commercial rival d'une autre boîte. Les préparatifs furent menés avec un professionnalisme digne d'un lancement de produit. Jean-Claude, en bon manager de projet, avait délégué les tâches. Hervé, en tant qu'intellectuel autoproclamé du groupe, fut chargé de l'entraînement. Il s'était plongé dans des traités obscurs sur la polémologie aviaire et avait concocté un régime d'une rigueur scientifique. Gavage au maïs transgénique, piqûre d'anabolisants, séance de sophrologie pour canaliser son agressivité, expliquait-il avec le plus grand sérieux. J'en ai fait une vraie bête de combat, une machine à tuer de la nature. Champion, dopé et psychologiquement conditionné, se pavanait dans les couloirs vides, semant la terreur parmi les rares plantes vertes qui avaient survécu à l'hostilité de l'environnement. Le soir du grand combat, l'ambiance était électrique, les paris allaient bon train. Jean-Claude haranguait la foule de ses collègues, promettant un spectacle sanglant et mémorable. Le seul qui n'était pas à la fête était Sylvain. Terrifié par la créature démoniaque qu'était devenu Champion, il s'était réfugié dans les toilettes, tremblant de tous ses membres. C'est alors que le destin, sous sa forme la plus grotesque, frappa. Champion, échappant à la vigilance d'Hervé, s'engouffra dans les toilettes attiré par le bruit des sanglots de Sylvain. Dans un mouvement de panique pure, Sylvain claqua la porte. Un bruit sec et mat se fit entendre, suivi d'un silence de mort. Quand Hervé ouvrit la porte, le spectacle était d'une tristesse infinie. Champion gisait sur le carrelage, son corps d'un côté, sa tête de l'autre. La porte l'avait parfaitement décapité. La mort du champion fut l'antimaxime ultime. Après des semaines de préparation quasi militaire, le grand combat s'était terminé non pas dans un déchaînement de violence épique, mais par un accident domestique stupide. Champion n'est plus, annonça Jean-Claude d'une voix brisée, avant de retrouver son sens des affaires. Le combat est annulé. Et je vous préviens, si on annule, vos mises sont pour ma pomme. Parce que je suis contrarié. Le projet mené avec des compétences professionnelles détournées s'était effondré non pas par manque de planification, mais à cause de la pure stupidité de son concept et de l'intervention du hasard. C'était une satire parfaite de l'obsession de l'entreprise pour les compétences et la proactivité, démontrant que même le meilleur des plans ne peut rien contre la farce cosmique. Chapitre 8. Les nouveaux habits de l'impératrice Hervé se considéraient comme le gardien de la culture au sein de l'entreprise. La vidéothèque du CE était son sanctuaire, un temple dédié au 7e art qu'il défendait avec la ferveur d'un inquisiteur. Son ennemi juré était Jean-Guy, le censeur en chef, pour qui tout film contenant une once de subversion ou de nudité était une œuvre du diable. Le conflit éclata lorsque Jean-Guy découvrit l'existence de la grande bouffe dans la collection. Horrifié, il lança une purge. C'est hors de question que vous continuiez à nous polluer la vie avec vos œuvres décadentes. Tonaté en jetant la cassette du film de Ferreri dans un carton marqué au pilon. Hervé, pour se venger, mit au point un plan diabolique. Il prit son film le plus précieux, une œuvre d'art et d'essai danoise notoirement explicite intitulée Sussus Imperatrix, et le cacha dans la jaquette d'un autre film, un classique jugé inoffensif et respectable, Sissi Impératrice. Le choix de Sissi était un coup de génie. Le film avec Romy Schneider est une icône de la culture populaire européenne, un symbole de romance, de pureté et d'innocence surannée. Profaner Sissi était l'acte de subversion ultime. Quelques jours plus tard, Jean-Guy, désireux d'offrir un moment de scène détente à sa famille, passa à la vidéothèque. « Tiens, Sissi impératrice, mes petites filles vont être aux anges et ce soir, je reçois mes beaux-parents. Nous allons faire une projection, ça leur prendra un coup de jeûne. » Hervé lui tendit la cassette avec un sourire intérieur. Le chapitre se déplace alors dans le salon bourgeois de Jean-Guy, l'ambiance est feutrée. Les beaux-parents, deux vieillards dignes et fragiles, sont installés sur le canapé. La femme de Jean-Guy a préparé du thé et des petits gâteaux. Jean-Guy, rayonnant, insère la cassette dans le magnétoscope. Vous allez voir, c'est un chef-d'œuvre, un moment de pure poésie. Les premières images apparaissent à l'écran. Mais au lieu des châteaux autrichiens et des crinolines, c'est un plan serré sur quelque chose de tout à fait différent qui s'affiche. Le silence dans le salon devint assourdissant, seulement brisé par le bruit d'une tasse de thé tombant sur le tapis persan. La belle-mère fit un léger malaise. Le beau-père, soudain très intéressé, ajusta ses lunettes. Le visage de Jean-Guy passa par toutes les étapes de l'incompréhension, de la confusion à l'horreur pure. Le croisé de la morale, le gardien des bonnes mœurs, venait d'introduire la décadence la plus totale au cœur même de son foyer.
Sa quête pour protéger les autres de la corruption s'était achevée par la plus ironique